La vérité si je m'en plus, le podcast qui en finit avec les clichés sur les séfarades, par Elisa Azegui-Burlac et Myriam Levin pour RCJ. Aujourd'hui, on doit reconnaître qu'on est un peu ému de recevoir la voix préférée des séfarades, celle qui a sans doute le mieux chanté leur joie et leur peine, et à laquelle il est impossible d'échapper dans n'importe quelle réunion de famille, de juifs d'Afrique du Nord ou d'ailleurs. C'est une grande joie pour nous d'accueillir Enrico Macias et d'aborder avec lui des thématiques qui nous sont chères et qui sont centrales dans son œuvre depuis ses toutes premières chansons, quand il était encore un jeune guitariste débarqué de Constantine en Algérie, il y a pile 60 ans. Bonjour Enrico Macias. Bonjour. Merci Comment d'avoir... c'est votre prénom? Myriam. Myriam. Et Elisa. Vous? Bonjour, je suis Elisa. Elisa, ouais, d'accord. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. On est très heureuse. On va en parler, mais on va commencer par une question qui semble basique, mais il n'est pas très simple d'y répondre. Pour vous, ça veut dire quoi être séfarade? C'est comme si vous demandez si je suis juif ou si je suis... j'ai pas très bien... je sais pas quoi vous répondre. Séfarade, je suis né comme ça. Je suis né séfarade. Séfarade, ça veut dire entre l'Orient et l'Occident. C'est aussi mes racines musicales arabo-andalouses. Et puis aussi mon identité, quoi. C'est mon identité. Et c'est aussi votre histoire qui commence en Algérie. Est-ce que vous pouvez nous raconter cette histoire algérienne, l'histoire de votre famille, en fait, en Algérie? Alors, ça serait long, hein. Il Ouais, faudrait, je ne sais pas exactement. combien d'émissions pour ça, mais comment vous expliquer? Ce que je peux vous dire, c'est que je suis né dans une famille de musiciens. Mon père était un grand violoniste de musique arabo-andalouse. Et celui qui allait être plus tard mon beau-père, le père de ma femme, était un grand maître de cette musique. D'ailleurs, mon père était son violoniste et il était son bras droit. Mais chez Raymond était le maître absolu de cette musique. À l'âge de 15 ans, il m'a entendu jouer de la guitare et il m'a demandé de jouer dans son orchestre à ses côtés et aux côtés de mon papa. Donc j'ai été baigné par la musique depuis tout jeune. J'avais un frère que j'ai perdu par la suite dans un accident de voiture avec Serge Lama, quand on est arrivé en France, hein, en 65. Et ma famille, c'était mon père, ma mère, mon pauvre frère, et aussi mon grand-père et ma grand-mère. Ça, j'ai été élevé par mes grands-parents. Vous savez pourquoi? Parce que mon père avait un frère qui s'appelait justement Gaston. Et son frère est mort à l'âge de 8 ans. Je ne sais pas dans quelles conditions. Et ma grand-mère, elle a reporté toute son affection et elle a un peu effacé cette frustration par rapport à moi, à ma naissance. Et c'est pour ça qu'ils m'ont appelé du nom du frère de mon père qui est disparu. Gaston. Ouais. Et comme moi, j'ai perdu mon frère, j'ai appelé mon fils du nom de mon frère. L'histoire est un éternel recommencement. Je vous raconte ça parce que vous me demandez ma famille, c'est Évidemment. tout ça. Ma grand-mère et mon grand-père étaient des gens exceptionnels. Et surtout ma grand-mère, parce que elle était d'une générosité incroyable. Ils avaient un petit commerce à 60-80 km de Constantine, à Gemap. Ça s'appelait Gemap. Maintenant, ça s'appelle Azeba. Et le vendredi soir, elle épiait les conducteurs qui venaient de Constantine. C'est parce que le magasin qu'ils avaient, il était sur la route de Constantine à Gemap. Et
elle essayait de voir s'il y avait des gens de chez nous pour passer le Shabbat. Des Juifs. Oui. Mais aussi, c'était une femme, pas seulement pour la communauté, mais elle était généreuse aussi pour les clients. D'ailleurs, elle a ruiné mon grand-père. Parce que les musulmans qui venaient choisir des trousseaux pour le mariage, elle leur demandait, vous avez de l'argent? Elle disait non, pas encore, mais on va vous payer après. Elle dit non, payez pas, c'est gratuit. Bon. D'accord. Alors, mon grand-père, il ne savait pas, mais s'il avait su, ça aurait bardé. Mais enfin, bon, c'était pour vous expliquer dans quelle ambiance on était. Voilà. Votre jeunesse en Algérie, bon, vous en avez beaucoup parlé, on sait que c'est un bagage qui vous a accompagné toute votre vie, je crois que c'est le cas. Est-ce que vous avez un souvenir très vivace comme ça quand on vous parle de vos années de jeunesse là-bas? Qu'est-ce qui vous revient? D'abord, j'ai eu une enfance extraordinaire, comme je vous ai expliqué avec mes grands-parents, avec mes parents, avec tout le monde. Mais je n'ai pas eu de jeunesse, parce que mon adolescence, je l'ai vécue dans la guerre et dans la violence de la guerre d'Algérie. Et heureusement qu'il y avait mon amour pour Suzy, pour sa fille, et puis pour la musique. Et donc, j'ai traversé toute mon adolescence avec ces deux souvenirs. Bon, c'est pas rien. Une femme et la musique. Énorme, c'est énorme. Et en quelle année vous êtes arrivé en France? Comment vous l'avez déjà raconté, mais on va le rappeler quand même ici. Votre départ d'Algérie? Je suis arrivé en deux temps. D'abord en 61. En 58, j'ai été au lycée de Fontainebleau. Puis après, je suis retourné en Algérie. Et après, définitivement, en 61, 62, je ne me rappelle plus exactement. Parce que on venait d'assassiner mon beau-père. Et donc, j'étais vraiment dans une tragédie incroyable parce que j'étais orphelin de Cheikh Raymond, mon beau-père. Qui était un musicien, on va le rappeler simplement, très très connu en Algérie. Oui. C'était le représentant de la musique arabo-andalouse. Voilà. En Algérie. À Constantine. Et votre mentor en plus, d'être votre oncle. Oui. D'être votre beau-père. Oui. De votre beau-père, pardon. Oui. Il m'a découvert, mais c'est lui qui m'a découvert. Et j'ai oublié la question que vous m'avez posée. Non, vous êtes arrivé en France donc en 61 et justement ma question c'était comment on fait pour se reconstruire dans cet exil qui est en plus le vôtre est assez douloureux. Oui, comme j'étais orphelin de Cheikh Raymond et de mon pays, de ma terre natale, je ne savais pas où donner de la tête. J'avais en moi le virus de la musique. Mais sans Cheikh Raymond, ça valait plus rien. Alors, vous n'étiez pas encore Enrico Macias. Non. Vous aviez quel âge en 61? J'avais 22 ans quand je suis arrivé. Et à mon arrivée, j'ai eu le virus de la musique quand même, mais je ne savais pas comment. Et j'ai inventé un nouveau répertoire inspiré de la musique arabo-andalouse, toujours. Pour me consoler de cette frustration énorme, de cette tragédie, quoi. Et il y avait de la place pour ça en France, pour cette musique-là, pour votre histoire, à ce moment-là? Mon père était encore de ce monde, à ce moment-là, et m'avait demandé de l'accompagner dans ses soirées. Heureusement que mon père a continué à entretenir cette musique, même en France, ou à Paris, où il n'y avait pas du tout le décor qu'il fallait. Et moi, j'étais très réticent pour accompagner mon père, je l'ai fait. Et ça se terminait tout le temps en bagarre, parce que les endroits où mon père jouait, c'était pas comme à Constantine. Il n'y avait pas de respect. Les gens ne le respectaient pas. Quand il buvait, il manquait de respect à mon père, et moi je me battais avec les gens qui manquaient de respect à mon père. Et à ce moment-là, j'ai dit à mon père, écoute papa, je peux plus.
j'arrête de t'accompagner. Et on s'est un peu fâché. Il n'a pas tellement apprécié. Lui, il a continué, tant bien que mal, heureusement. Hein. Puis, 1 an après, je suis revenu à la maison et je lui ai demandé pardon. Et à ce moment-là, je l'ai invité dans mes spectacles. On a introduit la musique arabo-andalouse avec mes chansons. Voilà. Et quel était votre rapport à la France, Enrico Macias? Quand vous étiez en Algérie, c'était quoi la France pour vous? Et quand vous êtes arrivé en France, quel est votre rapport à la France? Alors, quand j'étais en Algérie, c'était la France de mon enfance. La fameuse. Une chanson très connue. Comme la chanson. Si vous écoutez la chanson... Tout est dit. Tout est dit dans ma réponse. On était devenus français par le décret Crémieux, mais on avait gardé les traditions orientales, séfarades, quoi. La musique, la cuisine, les traditions de chez nous. Même quand on est arrivé à Paris, on a conservé toutes ces traditions. Vous avez réussi à ne pas perdre votre passé, votre histoire? Non, on ne peut pas la perdre. On ne peut pas la perdre, même jusqu'à présent, on ne peut pas. Et quand vous êtes arrivé en France, dans cet exil douloureux, qu'est-ce que c'est devenu la France pour vous? Un pays d'accueil, votre pays à vous? Oui. Pour nous, quand on a pris le bateau et tout le monde pleurait quand j'ai chanté « Adieu mon pays », que j'ai écrite sur le bateau, je pensais que la France était notre Amérique. Mais je me suis trompé. Malheureusement, c'était pas notre Amérique. On était considérés un peu comme des étrangers. Donc vous avez senti ça? Oui, je l'ai bien senti. Mais je dois dire qu'il ne faut pas généraliser parce qu'il y a des gens qui ont été très sympas avec moi. Jacques de Marny a écrit les plus belles chansons avec moi. Des gens formidables m'ont accompagné dans mon séjour, dans mon retour, enfin, ma venue en France. Votre venue, oui. Et ceux qui ne me connaissaient pas, c'était difficile. On était un peu considérés comme des étrangers parce que moi, je croyais qu'on allait être reçus comme des héros. Parce qu'on a payé de notre sang le fait d'être français en Algérie. Et quand on est arrivé, c'était pas du tout le cas. On était des étrangers. Mais votre famille avait sûrement vécu la guerre, même la Seconde Guerre mondiale, où les Juifs avaient perdu en plus à ce moment-là la nationalité aussi française. Est-ce que vous étiez marqué par cette histoire française? Oui, parce que j'ai raté je crois 2 ans de scolarité. Exactement. À cause des lois de Vichy. Et ça m'a marqué, ça. Ça m'a marqué. C'est pour ça que quand on me parle d'antisémitisme, je me rappelle de tout ça. Je me dis que même quand il y a des accalmies de cette bête immonde, je suis vigilant. Ça dure jamais très longtemps, ouais, les accalmies. Malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, on n'a pas assez le temps de tout détailler de votre arrivée, de comment la gloire est arrivée, parce que maintenant tout le monde vous connaît. Vous êtes devenu assez rapidement quand même le symbole des Juifs séfarades. Je ne sais pas, parfois c'est peut-être un peu lourd à porter, je ne sais pas comment vous vivez cette identité. Est-ce que parfois vous avez l'impression d'incarner une forme de caricature qui peut vous agacer ou pas? Pas du tout, au contraire, je suis très fier. D'abord, je voudrais mettre au point quelque chose. Je ne suis le représentant de rien. Je ne suis qu'un filtre qui se dégage de moi et qui communique avec les gens de toute religion, de toutes les communautés, pour leur dire tout ce que je pense et tous les messages que j'envoie dans mes chansons. Parce que le premier message, c'est distraire les gens avec la musique et tout ça. Mais après, ce que vous me demandez là, c'est je ne suis pas le représentant. Je suis un filtre. Vous êtes une voix. Oui, une voix parmi tant d'autres, parce que une voix,
qui est privilégié par rapport aux autres parce que je joue de la guitare et parce que je chante. Donc, c'est un privilège qui me permet d'avoir un autre langage que mon langage personnel. Voilà. Mais vous êtes quand même une icône, on peut le dire. Pour nous, pour toutes les générations. Oui, mais moi, je ne veux pas le dire moi-même. Mais nous, on le dit. C'est gentil, mais... Et vous en avez joué, vous avez joué dans La Vérité savez, si je mens plus. Oui. La Vérité si je mens. Ce qui compte pour une icône, c'est de rendre les gens heureux et de ne pas se prendre au sérieux. Donc vous acceptez les clichés, vous en jouez. Je rigole moi-même des clichés. C'est ça, bien vous en sûr, rigolez, vous en bien jouez. Sûr. Blague à part, vous l'avez dit, tout est dans vos chansons et votre musique, en fait, raconte tout. Et cette musique, vous l'avez un peu dit, que vous jouez et vous composez, elle fait partie de cet héritage séfarade. Finalement, c'est votre meilleur passeport. Vos chansons, c'est par là que vous passez les meilleurs messages, en fait. Ah ben oui. Je vous ai dit, c'est mon langage. C'est un autre langage que mon langage personnel. Enfin, en français ou en hébreu ou en arabe. C'est un autre langage qui est universel. La musique, c'est quelque chose d'indéfinissable, mais qui est très porteur. Très porteur. Et dans cet héritage d'Afrique du Nord, d'Algérie, séfarade, qu'est-ce qui vous rend très fier? Qu'est-ce qui vous rend le plus fier aujourd'hui? Je ne sais pas, moi, la fierté pour moi... Qui vous rend heureux. C'est un gros mot, hein. Mais c'est pas une question de fierté, c'est une question de satisfaction, de savoir que au bout de 60 ans, les gens ont compris ce que je faisais. Et quand un artiste est compris, là, je suis fier, je suis content. Bon, bah, très bien. On demande toujours à nos invités de choisir une chanson qui lui évoque des souvenirs d'enfance, notamment en Afrique du Nord, à cette histoire séfarade. Mais on aimerait faire un peu différent. Quelle est votre chanson à vous que vous avez composée qui vous parle le plus, qui représente le plus votre histoire, selon vous? Si vous deviez en choisir une. De mon répertoire? Oui. Que j'ai composé? Oui. C'est Adieu mon pays, bien sûr. Adieu mon pays. Donc la première. Ben oui, bien sûr. Ça reste après toutes ces années, ça reste celle qui... Ah oui, ça reste. Oui, ça, et puis il y en a d'autres, comme Enfant de tout pays, pour la fraternité, pour la paix entre tous les peuples, entre tout le monde. Et puis Noël à Jérusalem, qui est un hymne à la paix. Et que votre musique représente, parce que vous avez toujours, votre musique a toujours représenté le mélange des cultures, le dialogue des cultures. Oui, aussi. Un melting pot de toutes mes racines musicales, quoi. Bon, mais on va quand même poser la question traditionnelle. Là, on a fait un petit détour, mais on demande à tous nos invités quelle est la chanson, pas qu'ils ont écrite, qu'ils écoutent, qui les renvoie dans ce pays de leur enfance. Et vous avez choisi Bambino. Chanté par Dalida. Alors, la chanson de Bambino, c'est une chanson que j'adorais parce que c'était Dalida qui chantait. Et Dalida, je l'ai connue à Constantine. Ah oui. Lors d'un spectacle. Et je savais déjà ce qu'elle faisait parce que on écoutait ses chansons, on écoutait ses disques et tout. Et moi, la première chanson française, à part la musique arabo-andalouse que j'ai interprétée avec mes copains, avec mes copines, avec ma guitare, c'était Bambino. Très bien. Et je vais vous raconter une anecdote incroyable. Vous savez, mon père avait un appareil qui enregistrait la voix et la musique sur un disque souple. Oui. Alors, il avait un appareil spécial, il n'y avait que lui qui avait trouvé ça, et il m'a enregistré Bambino. Et il passait au magasin qu'on avait, dans le magasin de disques, il passait cette chanson dans la rue, et tout le monde m'écoutait, les gens m'écoutaient, surtout les enfants. Les enfants étaient impressionnés par ma voix.
Et moi, vous parliez de fierté, j'étais fier quand même à ce moment-là. Il y a de quoi. Parce que j'étais pas connu encore. Hein. Donc en fait, c'est votre premier succès. Mon premier succès, c'était Bambino, oui, c'est vrai. C'est drôle. On va l'écouter ? On va écouter la version de Dalida, de Bambino. D'accord. Et j'ai fait un duo. Ne pleure pas, bambino. Les yeux battus, la mine triste, les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores et qu'elle a des jolis yeux. Mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. E gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. E canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Avec tes cheveux si blancs, tu as l'air d'un chérubin. Va plutôt jouer au ballon, comme font tous les gamins. Tu peux fumer comme un monsieur des cigarettes, te déhancher sur le trottoir quand tu la guettes. Tu peux pencher sur ton oreille de casquette. Ce n'est pas ça que dans son cœur te vieillira. L'amour et la jalousie ne sont pas des jeux d'enfants. Et tu as toute la vie pour souffrir comme les grands. E gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. E canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. Si tu as trop de tourments, ne le garde pas pour toi. Va le dire à ta maman. Les mamans, c'est fait pour ça. Elle a blotti dans l'ombre douce de ses bras. Pleure un bon coup et ton chagrin. Merci pour ce choix de Dalida. Je crois que vous avez chanté cette chanson avec elle. Oui, en duo. On a chanté Bambino, justement, ensemble. Et ça a eu beaucoup de succès, cette séquence. Elle repasse souvent à la télé. Et si je me souviens bien, je me rappelle plus des paroles. Mais je sais que tu l'adores. Non, avant. Et quelle... La mine triste, et les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Je sais bien que tu l'adores, Dalida, Dalida, et que Enrico, mais tu es trop jeune encore, Enrico, voilà. Sympa, ça vous revient quand vous écoutez cette chanson. J'ai eu beaucoup de peine quand elle est décédée. C'est vraiment un drame terrible aussi. Oui. Ouais.
Bon, alors, justement, on va parler de sujets un peu plus dramatiques, mais quand on est séfarade, il y en a. On va voir la réponse que vous nous faites à cette question sur la place qu'occupe le judaïsme dans votre vie. Depuis toujours, le judaïsme est central dans votre identité. Est-ce que c'est une identité joyeuse, triste? On vous a demandé ce que c'était qu'être séfarade, mais c'est quoi être juif pour vous? Être juif, c'est aussi un respect de ses ancêtres et un respect de ce que nous ont transmis nos ancêtres. Ils nous ont transmis la Torah, ils nous ont transmis toutes ces valeurs. C'est pas des valeurs communes, ce sont des valeurs profondes. La religion, il y en a qui prônent la laïcité, mais on peut très bien être religieux dans la laïcité. Alors, être séfarade, c'est aussi être juif, religion, respecter certaines règles du judaïsme. Moi, je ne suis pas un pratiquant formidable, exemplaire, mais je respecte toutes les fêtes. Je mets les téphilines tous les matins. Et je respecte le Shabbat, bien sûr. Et les fêtes. Et vous l'avez toujours fait? C'est quelque chose que vous ont transmis vos parents? Alors, il y a eu des périodes. Quand j'étais jeune, un jour, je devais passer mon BEPC. Et ma maman me dit... Lève-toi, c'est le jour de ton examen, mets les téphilines. Je lui dis non, maman. C'est pas parce que je vais passer un examen que je mets les téphilines. J'ai passé l'examen et après, j'ai commencé à mettre les téphilines, tout ça. Mais après, il y a eu des temps morts. Des moments de vie. Des moments où j'ai pas pu pratiquer la religion. Mais c'était toujours en moi. Moi, je suis non seulement près de la religion, mais aussi je suis mystique. Ah oui. Oui. Quand je dis mystique, c'est aussi... quand je suis devant le mur des lamentations, par exemple, je prie pour le peuple d'Israël, pour le peuple de la diaspora, pour toutes ces dimensions-là. Et puis pour le livre, la loi du livre, quoi. Parce que moi, je crois que Dieu s'est transformé en un livre. D'accord. Voilà. Et est-ce que vous avez vécu de l'antisémitisme, vous, directement? En Algérie ou en France, enfin? Oui, j'ai vécu de la différence. Vous avez un exemple qui vous a marqué, peut-être? Oui, j'ai un exemple. Quand je suis arrivé au lycée de Fontainebleau, je suis arrivé en plein moment de la promenade, parce que j'étais pensionnaire. Et le moment de la promenade, il y avait un garçon qui s'appelait Delamaz, qui était d'origine noble. Je l'ai appris par la suite, évidemment, je ne savais pas, moi. Il était à côté de moi et il m'a pris pour un musulman. Parce que il faut dire que j'avais le physique. Je l'ai toujours, d'ailleurs, le même physique. Et il me dit, écoute, j'adore les musulmans, mais il y a des gens que je ne peux pas voir, c'est les juifs. Non. Alors là, je l'ai attrapé, pour mon arrivée à Fontainebleau, j'ai donné une raclée et j'ai été reçu par le proviseur, il a failli me renvoyer, tout ça. Et il a été sympa parce qu'il m'a dit, la seule façon de répondre à ce genre de choses, c'est de bien travailler. C'était un peu paternaliste, un peu moraliste, mais c'était quand même pas mal. Oui, c'est pas faux. C'est quelque chose qu'on retrouve souvent d'ailleurs dans les récits de gens qui sont arrivés en France. Est-ce que vous vous sentez juif arabe? C'est une question qu'on pose souvent et qui commence à être moins évidente ces derniers temps. Vous l'avez chanté, pour reprendre vos paroles de chanson, vous l'avez chanté que vous étiez un juif arabe? Oui, je ne peux pas renier ce que j'ai chanté. Je suis un juif arabe. Comme il y a des juifs, comme il y a des chrétiens arabes,
et des musulmans arabes, il y a des juifs arabes. Les juifs séfarades sont des juifs arabes. Donc vous, ça vous convient toujours, cette définition? Ah oui, je suis pas... Vous savez, je vais vous dire, moi j'ai rien contre les musulmans, ni contre la civilisation orientale. Au contraire, je suis très très proche. Bien sûr. Peut-être parce que c'est mon expérience avec la musique arabo-andalouse. Mais le problème, c'est que je ne supporte pas que ces gens, au nom de leur religion, pratiquent une violence incroyable, comme ça, comme ils font. En disant la Akbar, non, je n'admets pas ça. Vous parlez toujours l'arabe? Je respecte l'islam et pas les islamistes terroristes, évidemment, non. Mais voilà, c'est tout. Oui, ça fait partie de votre culture. Et la langue arabe, vous l'avez toujours parlée, je crois. Est-ce que vous la parlez encore et avec qui? J'ai des copains musulmans, algériens, ou marocains, ou tunisiens, avec qui je parle toujours arabe. Quand j'arrive pas à m'exprimer bien comme il faut, je balance des mots en arabe pour bien me faire comprendre. Il y a des mots qui sortent plus facilement en arabe? Oui, bien sûr. Et vous parliez arabe à vos enfants? Non. Non, ça non. Non, ils ne comprennent pas, non. D'accord, ça s'arrête à vous. Forcément, on va parler du 7 octobre, puisque c'est un moment qui nous impacte tous, notamment de la communauté juive. Est-ce que le 7 octobre a changé quelque chose pour vous, pour les juifs du monde arabe, un peu de manière plus générale? Est-ce que vous avez l'impression d'avoir revécu certains moments de l'histoire? Est-ce que ça fait écho à certains moments de l'histoire des juifs d'Afrique du Nord? Oui, ça fait écho à la guerre d'Algérie et à la période que nous avons passée pendant la guerre d'Algérie, quand on vivait en Algérie. Et c'est un petit peu ce qu'on a vécu. Le 7 octobre, je ne vais pas vous dire un cliché, mais il y a eu avant le 7 octobre et il y aura après le 7 octobre. C'est sûr et certain. C'est un pogrom. Comme vous savez, chez nous, en Algérie, il y a eu un pogrom à Constantine. Oui. Le 5 août 1934, 4 ans avant ma naissance. C'était incroyable. Moi, j'ai perdu beaucoup de membres de la famille de ma mère dans le pogrom de Constantine. Oui, pogrom de Constantine. Et dans ce pogrom, en Israël, ce que je voudrais dire, c'est que d'habitude, les guerres en Israël durent très peu de temps. Mais celle-là, elle a duré trop longtemps. Et je ne sais pas comment ça va finir, mais en tout cas, moi, j'ai confiance en la destinée du peuple juif. Ça, vous pouvez être certaine que j'ai confiance. Parce que on a commencé en 1948, entouré de millions d'ennemis. Et on a réussi à créer l'État d'Israël. Après, il y a eu toutes les guerres que vous connaissez. Et là, maintenant, le 7 octobre, c'est la première fois que des terroristes s'introduisent en Israël pour faire les dégâts qu'on connaît et la tragédie qu'on connaît. Alors, je me dis, de toute façon, même si ça dure très longtemps, dans notre destinée, on va s'en sortir. On va s'en sortir. C'est aussi votre histoire personnelle où vous avez connu des difficultés et finalement vous les avez toujours surmontées. Est-ce que le 7 octobre justement a réveillé des choses soit en lien avec l'Algérie ou des épisodes que vous avez vécus en France? C'est surtout en lien avec l'Algérie. Je répète ce que j'ai dit. Mais d'autres, parce que, bon, dans cette émission, on a à cœur aussi de montrer que voilà, la culture séfarade, c'est pas toujours aussi joyeux qu'on pourrait le représenter. Et on n'en a finalement pas beaucoup parlé, parce que vous en avez tellement parlé tout au long de votre vie, mais de cette douleur de l'exil, etc., où finalement, est-ce qu'on peut revivre pareil après une fois qu'on a quitté son pays et qu'on ne peut pas y retourner, parce que c'est aussi quelque chose dont vous avez beaucoup parlé. Le fait de ne pas pouvoir retourner en Algérie est une blessure. Vous savez, dans un concert de musique arabo-andalouse, il y a une partie improvisée, mais qui représente la tristesse et la souffrance des gens.
Et après, petit à petit, on arrive à la joie et à la fête. À la fin du concert, c'est la fête. C'est un petit peu mon histoire à moi. Dans mes spectacles, on commence par de la tristesse, par des Adieu mon pays, tout ça. Puis après, on finit par la folle espérance, par l'oriental, par Ponampelo. Vous voyez ce que je veux dire? Cette souffrance, elle existe tout le temps. Vous savez, comme il y a le jour et la nuit, comme il y a le bien et le mal, cette dualité entre la souffrance et la fête existe aussi chez nous. Est-ce que aujourd'hui, vous vous sentez toujours algérien? Pareil, on ne va pas épiloguer, mais vous n'arrivez pas à retourner en Algérie, vous aimeriez. Comment vous vous sentez? Et est-ce que le 7 octobre, justement, a un peu changé la donne? Non, moi, le 7 octobre, ça m'a bouleversé. Et je vous l'ai dit, il y aura toujours un avant 7 octobre et un après. Mais je ne crois pas que le 7 octobre, c'est vrai, c'est un drame terrible. Mais ça fait partie dans mon idéal. C'est une rupture avec mon idéal, mais momentanée. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. On va s'en remettre. C'est ça que vous voulez nous dire? Bien sûr qu'on va s'en remettre. Bien sûr. Vous savez pourquoi? Parce que le peuple juif a toujours vécu des épreuves difficiles. D'ailleurs, dernièrement, c'était Pourim. On a failli disparaître. Toutes les avec fêtes. Haman. Ouais. Ensuite, il y a eu la Shoah avec Hitler. Il y a eu les guerres avec les Arabes belliqueux qui ne respectent pas la religion juive, le judaïsme, alors que c'est le judaïsme qui a inspiré l'islam. Et est-ce que vous vous sentez toujours algérien? Et est-ce que l'Algérie, c'est quelque chose que vous avez transmis à vos enfants, à votre famille? Pour moi, l'Algérie, c'est le juif séfarade que je suis. L'Algérie, c'est ma religion. Et c'est aussi le respect des autres religions. Mais aussi, l'Algérie, c'est la musique arabo-andalouse. Alors moi, je ne peux pas dire que je ne me sens pas algérien. Mais je ne suis pas un Algérien complètement, ni un citoyen, parce qu'on n'a pas pu rester là-bas. On est venu en France, je suis un citoyen français, c'est tout. Et vous avez transmis quand même votre histoire et votre musique à vos enfants, à votre famille? Oui, oui. Cette question est difficile pour moi, parce que quand je vois des Algériens gentils avec moi, sont très proches. Mais quand je vois ce qui s'est passé le 7 octobre, je m'en éloigne. Forcément. Et vos enfants, ils se sentent, alors pas algériens, mais séfarades, ils connaissent leur histoire? Ah oui, absolument, absolument. Vous pouvez demander à mon fils Jean-Claude, il est encore plus versé que moi. Et ma fille aussi, Josia. Vous êtes heureux d'avoir transmis cette histoire? Josia, elle m'a dit quelque chose, on parle du 7 octobre. Elle m'a dit, depuis le 7 octobre, je suis plus juive que tout le temps. Voilà. Donc pour vous, c'est mission accomplie? Ah, pour moi, oui, parce que j'ai pu transmettre ça à mes enfants et mes petits-enfants. Bravo, Mazel Tov. Merci beaucoup Enrico Macias d'être venu partager un bout de votre histoire séfarade avec nous. Je rappelle que vous fêtez cette année vos 60 ans de carrière, hein, c'est ça? Oui. Et qu'on peut vous retrouver un peu partout sur scène. Et bientôt à l'Olympia. Je ne sais plus quelle est la date précise. 18 et 19 mai. Eh bien, on a hâte de vous entendre. Vous ne cessez jamais de jouer. Et en fait, vous terminez, c'est votre message, je crois, cette émission. On va terminer sur de la fête. On va aller vous voir jouer et on va vous écouter. C'est votre façon de vivre, en fait. Bien sûr, bien sûr. La musique, c'est mon médicament. Et vous commencez par quelle chanson, alors? Je pose une dernière question, je me permets. Oh, à l'Olympia? Oui. Vous savez peut-être pas encore. Non, je sais quoi. Mais
Vous gardez la surprise? Il y a une surprise. Alors, on viendra vous voir. Alors, on viendra vous voir. Venez voir, parce qu'il y a une belle surprise. Ah, très bien. Ça donnera envie aux gens qui nous écoutent de venir aussi. Voilà. Merci encore, Enrico Macias. Merci beaucoup, Enrico. Et à bientôt. Merci beaucoup. Merci. C'était La vérité si je mens plus, un podcast de Midlim par Elisa Azegui-Burlac et Myriam Levin pour RCJ. Il est 15h, Paris s'endort. Et par les rues, les champs déserts, toute la ville perd le nord dans une sieste à ciel ouvert. Avec le cœur qui tambourine, je revois derrière mes paupières le chemin blanc vers les collines et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères. Je retrouve le rouge de ma flamme, et sous le voile d'une moustiquaire, le visage en sueur d'une femme, ma femme d'aujourd'hui et d'hier. La glu, les noyaux d'abricots, le bruit du thé dans les théières, la danse de nuit des lampadaires, et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères, et l'odeur des oranges amères. Je reprends le premier chewing-gum d'un Américain sur son tank, l'école, l'encre bleue et les gommes, les mercredis soirs de pétanque. Et je retrouve au fond de moi le chant léger des lavandières, la blancheur des draps d'autrefois, et l'odeur des oranges amères, 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 et l'odeur des oranges amères.